Talk to me. Talk to me. Bonsoir chers amis, bienvenue dans cette émission, donc mon émission hebdomadaire Libre Parole. Alors, ce soir, j'ai un invité extraordinaire, un invité qui est devenu un ami. Et d'ailleurs, cet invité, c'est intéressant parce que quand mon ami Eric Montana m'a proposé de devenir chroniqueur sur, à l'époque, TV-ADP, donc maintenant c'est JSF TV, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et la première émission que j'ai faite, donc, c'était avec la personne que j'ai invitée ce soir. C'est un enquêteur hors pair, c'est un journaliste d'investigation. Il a tout le temps enquêté, toute sa vie a été bien remplie en tant que journaliste d'investigation. Et pour la petite histoire, avant que je le fasse venir, on s'est rencontrés à l'époque où mon épouse et moi, nous habitions donc le Lot. Et à l'époque, moi, j'écrivais modestement des billets d'humeur. Et un beau jour, j'ai participé à un salon du livre dans un patelin qui s'appelle FONS, F-O-N-S, pas F-O-N-C-E. Et en plein milieu du Lot, que personne ne connaît, à part les riverains locaux, bien évidemment. Et donc j'arrive dans ce salon du livre avec mon modeste recueil de billets d'humeur. Effectivement, à peine installé, je fais un petit tour donc du salon et je tombe sur Jean-Loup et son épouse. Et Jean-Loup venait de sortir donc ces 2 magnifiques livres qui s'appellent 56 sur une grande enquête sur le Moyen-Orient, qui finance, pourquoi, etc., etc. Évidemment, on sympathise, on s'échange nos livres et on est devenus amis, évidemment, par la suite. Et c'est lui qui, en 2019, en fait, m'a proposé, début 2019, m'a proposé qu'on écrive un livre à 4 mains, chose que l'on a fait, que je n'avais jamais fait auparavant. Et donc, et ce livre, vous le connaissez, beaucoup d'entre vous le connaissent, puisqu'on l'a sorti fin décembre 2020, et il s'appelle Le virus et le président. Pas le président, ça aurait pu coller aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, et donc vous avez deviné qui c'est, et ben je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est mon ami, un grand ami, ainsi que son épouse, Jean-Louis Isenberg. Bonsoir Claude, bonsoir à Journalistes sans frontières, qui, je vois que vous persévérez dans le combat pour essayer d'éclairer le chemin de la vérité. Voilà, alors des fois, on y va avec les petites bougies, on essaye de braquer les projecteurs, mais on maintient le flambeau quand même. Oui, mais quand l'obscurité est à ce point quasi total, chaque petite bougie compte. Oui, c'est vrai. Alors Jean-Loup, on est là pour parler de ton dernier livre qui s'appelle L'Enjeu, les souverainistes face à la grande finance, qui est paru donc chez Libre d'Écrire, c'est de l'auto-édition chez Libre d'Écrire. Alors, si tu le veux bien, tu sais, j'ai une petite coutume, moi, quand j'invite un écrivain, je lis la 4e de couverture de son livre. Donc, si tu le permets, je lis la 4e de couve. Et ensuite, bien entendu, je te cède la parole puisqu'il y a beaucoup de choses à dire concernant ton livre. Alors, et si la crise n'était pas un accident, mais un modèle d'affaires, point d'interrogation. En croisant chiffres publics, circuits de subventions et intérêts privés, cette enquête dévoile comment le haut patronat français capte plus de 250 milliards d'euros d'argent public par an, pendant que l'hôpital, le logement et l'industrie du pays s'effondrent. Le contraste est saisissant. Tandis que la fortune de ces milliardaires augmente chaque jour de 2 millions de dollars US, l'Union européenne comptera 130 millions de pauvres à l'horizon 2030. Qui sont ces destructeurs ? Comment sortir de leur Union européenne et de l'OTAN qui nous enfoncent toujours plus dans la crise et la guerre ? L'enjeu expose leurs mécanismes, identifie les gagnants et confronte des solutions concrètes, relance productive, protection des services essentiels et sortie de dépendance financière et militaire. Et pour la première fois, les dirigeants des principaux partis souverainistes, et bravo à toi d'ailleurs Jean-Loup, François Asselineau, Fadi Kassem et Florian Philippot s'expriment sur leurs propositions parfois communes. Voilà, c'était la 4e de couverture, c'est la 4e de couverture de ton livre. Écoute, livre superbe, comme d'habitude, très bien documenté et toujours minutieusement enquêté. Alors Jean-Loup, déjà, pourquoi avoir voulu écrire
sur ce sujet, ça je le sais, mais tu vas nous l'expliquer. Et surtout, pourquoi avoir voulu interviewer les 3 représentants des principaux partis souverainistes? Ouais, j'ai voulu écrire ce livre parce que, comme tu le sais, j'ai fait pas mal d'enquêtes depuis 1995-98 sur les rapports entre la grande finance et les pouvoirs politiques essentiellement. Et au fur et à mesure que j'avançais dans mon travail, on pose toujours des questions, des scandales, des choses qui sont anormales, etc. Mais il y a quand même quelque chose que les gens ont besoin d'entendre, c'est comment faire pour s'en sortir. Que faire pour changer, pour avoir un type de société dans laquelle chacun puisse s'épanouir, vivre de son travail librement, en sécurité. Comment arriver à passer à un stade supérieur de démocratie, si tant est que nous soyons encore en démocratie. Ouais. Euh, le, la démarche, ça a été de dire quels sont les gens qui essayent de porter l'espoir. Et quand tu fais le tour, tu t'aperçois d'une chose, c'est ce que j'expliquerai dans un pamphlet que je prépare là actuellement, c'est que tous les partis traditionnels, je dirais, du Parti communiste au Rassemblement national, ont tous des programmes différents, mais ils sont tous des adeptes de la transnationalité, c'est-à-dire de confier le pouvoir politique à une organisation supranationale, dans le cas présent, l'Europe supranationale, qui est passée par différents stades avant d'arriver à celui de l'Union européenne. Donc, il était nécessaire, je crois, d'établir, de faire sans que ce soit quelque chose de lourd, mais de montrer au travers de cette enquête comment le rapport de force entre ces forces dites souverainistes, ce mouvement de libération nationale, comme disent certains dirigeants de l'UPR, et la grande bourgeoisie qui est au pouvoir, quand même, qui tient les rênes du pouvoir depuis après, le lendemain de la Révolution de 1789. Et cette bourgeoisie a su s'organiser au niveau international. Elle a 2 grandes familles qui ont fait ce qu'est devenu la grande bourgeoisie aujourd'hui. Sur l'Europe, c'était les Rothschild, et sur les milieux anglo-saxons, plus spécialement sur les États-Unis, les Rockefeller. Bon, puis après, tu as d'autres familles, bien évidemment, autour. Mais l'objet, c'était pas tellement de… Je traite ça en 3 ou 4 pages, les grandes familles de l'oligarchie. Mais c'est de montrer quel est le rapport de force. Et face à cette bourgeoisie qui est organisée, qui a des cercles internationaux dans lesquels elle se rencontre, dans lesquels elle noue des accords, qui a ses clubs, qui a ses réseaux d'influence, il y a quoi? Alors, face à ça, il y a les partis souverainistes. Alors, les partis souverainistes, qu'est-ce que c'est le mouvement souverainiste en France en 2026? Quand je me suis attaqué au mouvement souverainiste, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup d'associations, de gens qui se déclarent comme des souverainistes, mais qui pour moi ne le sont pas. Pourquoi? Parce que être souverainiste, ça veut dire se détacher déjà de l'Union européenne, qui empêche la France de travailler, de coopérer sur tous les plans politiques, économiques, financiers, culturels, etc., avec les pays qu'elle souhaiterait. Par exemple, aujourd'hui, la France ne peut pas travailler avec la Fédération de Russie, qui est quand même la première puissance économique du continent européen. Donc, on a la nécessité de dire, mais alors, quand tu analyses les programmes de ces partis politiques, de ces différents partis politiques, parce que le Rassemblement national, d'une certaine manière, se dit aussi souverainiste. Mais j'y reviendrai, ça, tout à l'heure, sur ce point-là. Mais tu as la question essentielle, c'est la sortie, c'est récupérer, que les Français récupèrent le pouvoir de décider de la politique qu'ils choisissent, politique économique, financière, culturelle, etc., et qu'ils soient maîtres de leur destin. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, depuis, alors ça s'est aggravé, ça dure depuis 1950, parce que l'Union européenne, c'est l'enfant qui vient après d'autres structures de l'Europe supranationale, cette Europe supranationale qui a été construite au fil de décennies, sous la houlette de l'administration de Washington, que ce soit démocrate ou républicain, c'est pareil. L'objectif, c'était de faire
de diviser d'abord les Européens entre eux, c'est-à-dire de les opposer à la Russie, que ce soit l'Union soviétique d'hier ou la Fédération de Russie d'aujourd'hui, de manière à ce que, comme ils sont divisés, ils ne bénéficient pas du soutien ou de la puissance de la Russie, et ça permet d'imposer au milieu anglo-saxon, essentiellement à l'Occident collectif, c'est-à-dire principalement les États-Unis, Angleterre et puis les pays de l'Union européenne, mais ça permet surtout aux grandes sociétés transnationales qui composent cette grande bourgeoisie internationale d'imposer, de s'emparer des marchés et d'accroître leur richesse au détriment des peuples. Et on a donc les questions que je me suis posées, c'est la question de quel parti propose de sortir de l'Union européenne, propose de sortir de la zone euro, propose de sortir de l'OTAN, qui est le bras armé de Washington sur l'Europe, et propose de sortir du capitalisme, c'est-à-dire propose des mesures, formule des propositions qui permettent d'aller vers une démocratie avancée. C'est-à-dire, alors il y a un tas je vais y revenir tout à l'heure. Bon, quand tu fais le tour, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui font un travail très important dans des associations. Alors, il y a Jacques Cheminade avec Solidarité et Progrès, mais tu as d'autres associations comme le Cercle de réflexion Souveraineté et Démocratie, animé par Michel Gillot sur la région bordelaise. Il y en a une multitude d'associations comme ça. Tu as Place d'Armes qui a été fondée au départ par des militaires. Donc, je veux dire, il y a une richesse incroyable au niveau de ces associations qui ont pour moi le mérite. Alors, souvent, quand on parle avec des confrères dans les médias, ouais, mais c'est des petites associations, elles ne représentent rien, pourquoi elles donner leur parole? Alors moi, je peux te dire que j'ai été, et tu le sais pour y avoir été aussi, je pense, au travers de ton travail d'auteur, j'ai rencontré des associations, des dirigeants d'associations, des militants, des adhérents, des gens qui venaient simplement pour débattre, et il faut voir le niveau du débat qu'il y a au niveau de ces associations. C'est vraiment quelque chose de très important. Et après, quand tu fais le tour de ces propositions, tu te dis, mais qui est vraiment pour la sortie de l'Union européenne, qui est pour la sortie de la zone euro, qui est pour la sortie de l'OTAN, et pour construire une nouvelle démocratie? Alors là, déjà, tu élimines un tas de gens qui se présentent comme souverainistes. Le Rassemblement national, qui à un moment, du reste, il prend plus le mot souverainiste, il veut faire une Europe des nations, une Europe des patries, etc. Alors ça relève de l'exploit, parce que faire une Europe de patrie en restant au sein de l'Union européenne, soit il faut être complètement des objectifs et de pourquoi a été fondée l'Union européenne, ce que je ne crois pas concernant les dirigeants du Rassemblement national, soit il faut tromper les électeurs pour servir de roue de secours à la bourgeoisie dont le pouvoir est en difficulté depuis quelques années quand même. Donc, et tu as d'autres partis, par exemple ta République souveraine. Alors, quand tu lis le programme politique de République souveraine, alors il propose de sortir de l'Union européenne, mais alors dans un premier temps, on va mettre en place un contrôle des capitaux, et puis au bout de 6 mois, on fera un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Mais ça, c'est du doux rêve. C'est du doux rêve, parce qu'il ne faut surtout pas s'imaginer que la sortie de l'Union européenne se fera tranquillement dans la négociation. Du reste, regardez ce qui s'est passé en Angleterre. Quand on regarde ce qui s'est passé en Angleterre, qui est souvent pris en exemple par les patriotes, le mouvement des patriotes, il y a eu effectivement, l'Angleterre a réussi, mais parce qu'il y a eu un puissant mouvement de masse. L'Angleterre a réussi en 2016 à se détacher de l'Union européenne, mais pour autant, elle ne s'est pas attaquée à l'essentiel qui fait qu'elle ne peut pas maîtriser son économie et son développement économique, à savoir la grande finance. Elle a laissé les mains libres à l'oligarchie économique et financière. Et j'explique du reste dans le livre en 2-3 pages qu'est-ce qui s'est passé. Avant même que le Brexit soit prononcé, parce qu'il y a un monsieur qui était chargé à l'époque des négociations pour réaliser le Brexit, qui s'appelait Michel Barnier, et il a fait traîner en longueur les négociations, parce que pendant ce temps-là, tu avais Washington qui arrosait à coups de millions de dollars des associations pour essayer de renverser le résultat du référendum en allant faire pression jusqu'à la Chambre des communes sur les députés. Je veux dire, c'était quelque chose, il y a encore une enquête à écrire là-dessus, sur les manœuvres souterraines à laquelle se sont livrés les dirigeants de l'Union européenne avec Washington pour casser le Brexit.
Donc, tu t'aperçois que en réalité, tous les traités, mais tout a été fait de manière à ce qu'aucun État ne puisse se retirer de l'Union européenne. Alors, pour se retirer de l'Union européenne, et ça, il y a trois partis qui en sont parfaitement conscients, je pense, ce sont les dirigeants du pôle de renaissance communiste en France, qui est né d'une scission au sein du PCF en 2004, 2000-2004, qui a été fondé officiellement en 2004. Il y a le parti, l'Union populaire républicaine, l'UPR, et les Patriotes. Alors attends, Jean-Loup, tu n'inclus pas donc Dupont-Aignan, ni Non. Frédéric Poisson non plus, et non. Philippe Murer avec son nouveau parti, le parti qu'il a fondé, un parti souverainiste. Oui, alors, concernant Philippe Murer, je n'ai pas vu son programme, mais concernant Nicolas Dupont-Aignan, j'entends bien ses déclarations, avec ses critiques très fortes contre la politique de l'Union européenne. Mais moi, je regrette, en l'état actuel des choses, quand j'ai fait mon enquête, quand tu lis le programme de Debout la France, nulle part il n'y a écrit noir sur blanc, sorti de l'Union européenne, sorti de la zone euro, sorti de l'OTAN. Alors on peut du reste, ce qui singularise plus fort que Dupont-Aignan, c'est Jordan Bardella, qui n'arrête pas de critiquer le pouvoir macroniste, qui n'arrête pas de critiquer la politique de l'Union européenne. Mais il faut voir quand même, et j'en parlerai dans mon livre, en une vingtaine de votes des députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, où tu vois les représentants, les députés, les eurodéputés du Rassemblement national voter souvent avec les partis de la bourgeoisie contre des mesures qui favorisent les intérêts de l'oligarchie économique et financière au désavantage des Français. Je veux dire, on a un tas d'exemples, qu'il s'agisse, je veux dire, sur le plan économique, sur les questions, par exemple, de pouvoir poursuivre judiciairement des entreprises qui causent des dégâts sociaux, économiques ou environnementaux en justice. Donc, il y a un tas de choses qui font que quand tu prends les votes dans les assemblées élues, des élus du Rassemblement national, je parle au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Parlement européen, eh bien, tu t'aperçois que le discours entre les propos que tièdent Jordan Bardella et Marine Le Pen dans les médias, et quand tu vas sur qui vote quoi, eh bien là, tu as des surprises. Alors, c'est vrai que quand tu vas dans l'usine à gaz du Parlement européen chercher, essayer de savoir qui a voté quoi, je veux dire, c'est pour s'y retrouver, il faut prendre le temps d'aller sur Internet, chercher la proposition de loi, savoir par où elle est passée et trouver qui l'a voté après, c'est encore autre chose. Mais quand tu fais ça, quand tu fais ce travail d'enquête, mais tu t'aperçois que les dirigeants du Rassemblement national sont des baratineurs. C'est grave parce qu'ils trompent les citoyens sur la réalité de leur politique. En réalité, le Rassemblement national, il est, du reste, on le voit bien, même en matière de politique étrangère. Monsieur Bardella s'est précipité au Parlement européen pour aller serrer la main du boucher de Kiev, Volodymyr Zelensky, et il a même déclaré que c'était un exemple, un modèle de résistance. Je cite ses propos. C'est lui aussi qui a déclaré « l'heure n'est plus à la sortie de la zone euro ». Donc c'est très clair. Ce Rassemblement national, ce n'est pas du tout un parti souverainiste, c'est un parti qui se prépare à être la roue de secours de la bourgeoisie. Voilà. Je l'explique du reste. Alors, je ne rentre pas là dans les détails parce que ça nous emmènerait trop loin. Mais après, tu as d'autres partis. Tu as aussi l'UPR, donc avec François Asselineau, et puis qui est dirigé par François Asselineau. Et tu as aussi les Patriotes de Florian Philippot. Alors, c'est assez difficile parce que quand tu t'intéresses au fonctionnement de ces organisations, qu'est-ce qu'il en est de la démocratie ? Tu t'aperçois en réalité que c'est très complexe. C'est-à-dire que tu as un parti, qui est organisé nationalement, mais pas complètement, qui est le pôle de renaissance communiste en France. Je présente du reste dans le livre ces trois partis, leur historique. Je vais pas développer ici, mais je présente l'historique, la naissance de ces partis rapidement, et surtout ce qui est intéressant pour les auditeurs, et à mon avis qui va leur servir, c'est de faire la comparaison. J'ai fait la comparaison des principales propositions de ces trois partis
qui tous clairement disent sortie de l'Union européenne, sortie de la zone euro, sortie de l'OTAN, et formulent des propositions alors très différentes, mais parfois similaires, notamment entre l'UPR et le PRCF, pour construire une nouvelle démocratie. Par exemple, il y a une Alors, question. Jean-Loup, je t'arrête 2 secondes. Il faudrait peut-être que tu expliques peut-être à nos amis internautes, parce que je pense que beaucoup d'entre eux connaissent les Patriotes avec Florent Philippot, connaissent l'UPR avec François Asselineau. Le PRCF, c'est pas évident que beaucoup de gens connaissent. Si tu veux bien expliquer en 2 secondes qu'est-ce que c'est que le PRCF, Alors, s'il te le plaît. PRCF, c'est le pôle de renaissance communiste en France. C'est un parti qui est né d'une scission au sein du Parti communiste français qui a commencé dans les années 2000 Oui. et qui s'est concrétisé après par, en réalité, qui a regroupé des communistes qui étaient opposés à la politique de la direction nationale. Alors après, c'est un choix qui leur appartient. Ils ont estimé que les conditions n'étaient pas réunies ou n'étaient plus réunies pour se faire entendre à l'intérieur du PCF et ils ont décidé d'en sortir et de créer le pôle de renaissance communiste en France qui se distingue de la politique du Parti communiste français actuellement par le fait que eux, au PRCF, sont pour la sortie de l'Union européenne, la sortie de la zone euro, la sortie de l'OTAN et pour la construction et pour sortir du capitalisme et construire une société démocratique avec des propositions très avancées. Donc, ils ont les mêmes propositions, si je comprends bien, que les Patriotes et que l'UPR. Hein. Alors, ils n'ont pas les mêmes propositions. Tu as des propositions semblables, des propositions sur les 3 points essentiels. Sortie de l'Union européenne, sortie de la zone euro, sortie de l'OTAN. Là, tu as des propositions qui sont formulées, je veux dire, de manière très claire dans les 3 parties, qui sont des propositions similaires. Après, la question qui se pose, c'est comment sortir de l'Union européenne. Et là, tu as pu le voir dans le livre, j'ai donné la parole à Jacques Nikonoff, qui est un économiste, qui est un ancien énarque, qui a travaillé à l'usine, qui a préparé l'ENA, qui a approché les cercles de la grande finance, qui a travaillé aussi dans un institut financier aux États-Unis, qui est revenu en France, qui a été un des dirigeants du PCF à un moment, mais il est resté 2-3 ans, je crois, à la direction, et qui est un des animateurs. Alors, il y a aussi ce parti, excusez-moi, dont j'ai oublié de parler, parce que les médias n'en parlent pas du tout, parce qu'aucun de ces partis, évidemment, n'a accès aux médias de l'oligarchie. Et il y a le PARDEM, qui est le parti de la démondialisation. Et le parti de la démondialisation, alors je signale du reste, parce que peut-être qu'on y reviendra dans la discussion tout à l'heure, et il n'y a que 2 partis souverainistes qui ont expliqué exactement l'essentiel des choses, c'est-à-dire comment Bruxelles impose sa politique à la France, au travers de ce qui s'appelle les grandes orientations de politique économique, qui sont décidées par la Commission européenne à Bruxelles. Les GOPÉ. La GOPÉ, voilà. L'acronyme, c'est les GOPÉ. Et ces GOPÉ, elles fixent le cadre la politique que doit appliquer chaque État membre de l'Union. Et si un État membre de l'Union n'applique pas les directives qui sont données par Bruxelles, ou s'il en sort de manière prolongée, il va avoir une amende qui va correspondre à, par exemple, ça peut aller de 2 à 5% de son produit intérieur brut. Donc, ça représente plusieurs milliards d'euros. Hein. Et les GOPÉ, il n'y a que 2 partis qui en ont parlé vraiment très clairement. Ce sont l'UPR et le PARDEM, qui tous 2 ont dit très clairement voilà ce que c'est que les GOPÉ, voilà comment c'est né, comment ça a été mis en place, et est-ce que ça sert, à quoi ça sert. Par exemple, les GOPÉ fixent le cadre budgétaire, c'est-à-dire le cadre financier que doit respecter la France quand elle décide de son budget. Alors, elle ne décide pas de son budget puisqu'on lui donne un cadre qu'elle doit respecter. Et c'est-à-dire quand tu vois les députés à l'Assemblée nationale qui débattent du budget national, en vérité, le budget, il n'a pas été proposé par le gouvernement au Parlement sur la base des besoins de la nation. Il a été proposé par le gouvernement au Parlement dans le cadre de ce qu'autorise Bruxelles. C'est-à-dire que le débat que tu vois, les débats à l'Assemblée nationale que tu vois des fois sur
je ne sais pas, des points de détail, etc. Et tout ça, c'est peanuts, c'est du pipeau. C'est pas du pipeau, mais je veux dire, ce sont des petits détails, je dirais, à côté des choses essentielles qui sont de pouvoir, de pouvoir décider librement du budget de la nation en fonction des besoins de la nation. Et là, on ne décide plus. Les besoins de la nation sont remplacés, ils sont limités par un cadre qui est défini par les GOPÉ. Voilà. Effectivement. Donc, alors, et évidemment, tu as répondu à la question que j'allais te poser à un moment donné. Est-ce que l'UE est réformable? L'UE n'est pas réformable, bien évidemment. Il faut en sortir parce qu'on ne peut pas la réformer de l'intérieur. Et ça, je pense que c'est une certitude aussi de la part de François Asselineau et de Florian Philippot et de Oui. comment il s'appelle, Fadi Kassem, celui qui dirige le PRCF. C'est ça, Le secrétaire national du PRCF, ouais. Voilà. Alors, oui, justement, pardon. La question, comme je disais tout à l'heure, c'est comment sortir de l'Union européenne. Je dis pas que c'est un détail. C'est une question importante, mais c'est une question importante s'ils se retrouvaient autour d'une table, les dirigeants de l'UPR, du PRCF, des Patriotes et du PARDEM. Si tu avais ces quatre partis, alors aussi avec ça, c'est pour la sortie de l'Union européenne. Mais Jacques Nikonov, par exemple, le dirigeant du PARDEM, a fait un travail formidable sur les questions, une analyse très importante sur comment sortir de l'Union européenne. Parce qu'il y en a qui disent ouais, l'Union européenne, si on n'est pas d'accord, on s'en sort et puis d'accord, on s'en va. Mais enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de fonctionnaires qui travaillent dans les institutions de l'Union européenne. Il n'y a pas que le Parlement européen avec les eurodéputés. Et il y a un paquet de fonctionnaires qui travaillent dans un tas d'organismes au niveau je ne sais plus le nombre exact, mais c'est des milliers qu'il faut recaser. Je veux dire, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts du jour au lendemain. François Asselineau, du reste, l'a expliqué dans une vidéo qui a été diffusée par l'UPR. Et Jacques Nikonov, lui, donne des éléments qui sont importants. Et je trouve que on vit une situation très difficile, mais formidable en même temps. C'est ce que j'explique dans le livre. Parce qu'on est confronté à une situation de crise et de guerre très dure. Et en même temps, on a un terreau qui existe sur lequel, comme aurait dit Jean Ferrat, les plus belles fleurs poussent sur le fumier. Mais on a vraiment un terreau où si ces gens arrivaient à se mettre autour d'une table et à se rencontrer, à se parler, pour parler de leurs accords et de leurs désaccords, mais je pense que ça serait un signe d'espoir formidable pour le pays. Alors pour le moment, chacun reste dans son coin en disant, en prêchant un peu pour sa chapelle. Bon, alors il y en a un qui dit, oui, mais le souverainisme, il est de gauche. Ah non, le souverainisme, il est de droite. Et moi, je dis, le souverainisme, il n'est ni de gauche, il est de droite. Le souverainisme, c'est très simple. Le souverainisme, c'est être souverainiste. Ça veut dire, c'est rendre à la nation la possibilité, c'est que la nation reprenne la possibilité de décider de ses choix et de ses choix politiques, économiques, etc. Et ça, alors là, quand tu dis ça, tu touches à un autre point qui est essentiel, qui est celui de la maîtrise du secteur bancaire et financier. Parce que si tu ne maîtrises pas, par exemple, les Patriotes, là-dessus, leur programme, de mon point de vue, n'est pas du tout à niveau. Hein. C'est-à-dire, ils proposent de faire quelques petites nationalisations, les autoroutes, etc. Mais les enjeux, ils sont à un autre niveau, là. Ce dont il s'agit aujourd'hui, parce que quand je vois les propositions, que je lis le programme des Patriotes, et que je vois qu'il n'y a nulle part n'est formulé la nationalisation du secteur bancaire et financier, nationalisation démocratique, mais je veux dire, ça me fait penser aux communards en 1870, qui ont laissé les mains libres à la Banque de France, qui ne se sont pas intéressés à la Banque de France et qui l'ont délaissée parce que pour eux, il y a pour deux mythes qu'ils avaient en tête à l'époque, c'était que la grande finance, ça relève un peu du sacré. Et la deuxième chose, c'est que c'est trop compliqué pour que le peuple y comprenne quelque chose. Bon, et
ce qui fait que la Banque de France, elle a financé la répression de la Commune de Paris, dans le sang. Après, quand tu prends les programmes des partis souverainistes et que tu regardes les propositions sur… il y a vraiment il y a trois partis qui se détachent. C'est le pôle de renaissance communiste en France, l'UPR et le PARDEM. Tous trois, pratiquement, le formulent pas tout à fait de la même façon, mais il y a de présent dans ces propositions la nationalisation du secteur bancaire et financier, la restructuration du paysage bancaire, et puis la nationalisation aussi des sociétés du CAC 40. Et ça, j'en parle dans le livre. Je veux dire, c'est par rapport aux profits qui sont réalisés par les grandes sociétés transnationales et qui partent après dans les places offshore par un tas de mécanismes juridiques, financiers, qui permet de dégager une partie des profits qui sont réalisés en France dans des sièges sociaux qui sont placés à l'étranger. Et d'ailleurs, Jean-Loup, si tu le permets, évidemment, dans ton livre, tu as mis qu'il y a 250 milliards donc, de cadeaux fiscaux chaque année aux grandes entreprises donc, du CAC 40, aux grands patrons du CAC 40, donc 250 milliards, tu l'as chiffré dans le livre. Et si tu te rappelles, on l'avait chiffré tous les deux dans Le Virus et le Président, on en était à 200 milliards. Donc, d'après ce que tu écris là, tu veux dire qu'entre 2020 et 2026, ils sont passés de 200 milliards de subventions publiques, d'exonération fiscale et de crédit d'impôt, le fameux CICE, à 250. Ils ont augmenté donc de 50 milliards. À l'époque, c'était 176 milliards d'euros. Oui. Là, on en est à près de 250 milliards. Alors, ces 250 milliards, ce n'est pas forcément des subventions, du reste. Ça peut être c'est les exonérations fiscales et le crédit d'impôt. Exonération de cotisation sociale, mais ça peut être aussi des subventions. Alors, parce que le grand patronat fait un chantage. Hein. Il n'a pas de mal parce que les gens qui sont au pouvoir, c'est lui qui les a mis au pouvoir. C'est lui qui a financé les campagnes électorales de M. Macron, comme il a financé avant celle de M. Hollande et comme il a financé avant celle de M. Sarkozy. Donc, je veux dire, après, pour les négociations, c'est pas difficile. Comme me l'a dit, et ça, il faut quand même que les Français comprennent bien que du PCF au Rassemblement national, on enferme les Français dans un bipartisme. Un bipartisme, c'est-à-dire un pôle de gauche et un pôle de droite. Oui, mais qui, sur le fond, quand ils sont au pouvoir, et là, je dis aux Français, réveillez-vous, regardez ce qui s'est passé depuis 1981. Vous avez eu la gauche au pouvoir, vous avez eu la droite au pouvoir, la gauche au pouvoir, la droite au pouvoir. Alors, je ne sais pas moi, mais ce que je constate, c'est que la crise a continué de s'aggraver et que la guerre est de plus en plus présente. Elle est aujourd'hui à nos portes, quand le pouvoir n'y engage pas la France. Donc, il faut vraiment sortir de ces clivages politiques. Ouais. Alors, tu vas me dire que faire. Alors, déjà, la première chose à faire, à mon avis, c'est de s'abstenir. C'est de ne pas voter pour un candidat du système gauche-droite ou voter pour un candidat souverainiste, s'il y en a un qui se présente. Je pense que François Asselineau se présentera. Je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle pour les autres partis. Mais le fond du problème, c'est qu'il faut quand même que les Français comprennent que la gauche comme la droite est tenue par la même politique, elle est obligée de passer sous les fourches codines de l'Union européenne. Et quand tu vas, je veux dire, et même si tu avais, dans le cadre des élections européennes, si tu avais, disons, quelques députés, 10 députés, 20 députés souverainistes qui soient élus au Parlement européen, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont leur passer le micro. Le président de séance du Parlement européen passera le micro au candidat souverainiste et il le laissera critiquer la politique de l'Union européenne. Et après, l'autre, il va se rasseoir gentiment à sa place. Il fera une vidéo, un communiqué sur son site internet. Il va compter le nombre de likes. Et puis fin d'histoire. Voilà. Mais sur le fond, qu'est-ce qu'on a changé? Rien. Alors, sur le plan pratique, au niveau du mouvement social, qui est important en ce moment, parce que quand tu lis le mensuel du PRCF, qui publie, c'est un mensuel, et ils ont régulièrement 2 à 3 pages sur les luttes en France. Mais tu t'aperçois, alors c'est des petits articles qui font entre 30 et 50 lignes, mais qui rapportent des luttes des salariés, des agriculteurs, de pêcheurs, d'employés, mais qui se passent dans toute la France. Et tu t'aperçois qu'il y a un tas de luttes importantes dont ne parlent jamais les médias. Mais jamais.
Et si tu veux, c'est important parce que ça montre bien que là, ils ne peuvent plus rien laisser, ils ne peuvent plus laisser la moindre parcelle de démocratie. Donc, ce qui leur reste, c'est la tromperie. C'est-à-dire, on va dire aux gens que c'est ce que fait le Rassemblement national. On va dire aux gens qu'on est pour l'Europe des patries. Alors moi, il va falloir que M. Bardella m'explique comment il peut faire l'Europe des patries depuis le traité de Maastricht. Et je ne parle pas du traité de Lisbonne, et je ne parle pas aujourd'hui de la volonté de faire un État fédéral Oui. qui sera encore plus concentré que l'Union européenne. Donc, et je veux dire, faut réfléchir. J'appelle les gens à lire les programmes et je les appelle à lire, à essayer de trouver les propositions, les votes que font les élus du Rassemblement national à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. Et alors là, c'est plus un grand écart, c'est un gouffre. C'est un gouffre. Et là, vous vous apercevez de la tromperie. Mais il y a des choses, par exemple, ce Bardella monsieur Bardella qui dit il faut savoir que pour défendre le peuple français, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les députés à l'Assemblée nationale, les députés du Rassemblement national? Ils ont voté contre l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Oui, c'est vrai. Ils ont voté, après, il y a un tas de choses. Par exemple, ils ont laissé faire. Alors, leur truc, parce que c'est vraiment une position de fond cul, quand le sujet devient délicat, par exemple, permettre l'agrandissement de l'OTAN, l'élargissement de l'OTAN. Alors, le truc là, ils ne vont pas voter contre parce qu'ils se disent si on vote contre l'élargissement de l'OTAN, on va se mettre à dos une partie de notre électorat, mais on a aussi une partie de notre électorat qui est contre l'élargissement de l'OTAN. Donc, le mieux, on ne vote pas, on s'abstient. Et il y a des séances à l'Assemblée nationale où tu vois les députés du Rassemblement national, soit qui ne votent pas, soit qui sont absents. Et en général, c'est sur des sujets que le pouvoir veut faire passer. C'est-à-dire qu'il sait que sans le Rassemblement national, il sait que sa proposition de loi va passer. Alors, j'en donne plusieurs exemples dans le livre que je suis en train de préparer, mais tu t'aperçois vraiment, c'est vraiment, c'est tromper les gens, mais c'est de l'esbrouffe, quoi. Le Bardella, Oui, c'est de l'esbrouffe. Alors, quand tu vois en plus, je veux dire, au travers d'un tas de votes, le comportement des élus du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, quand tu vois Bardella qui va au Parlement européen serrer la main de Zelensky, quand même, hein, qui est quand même responsable d'un génocide. Du reste, je signale qu'il y a un dossier qui a été remis par la Fédération de Russie qui fait 10 000 pages avec moult preuves, et dedans, justement, sur le génocide qui a été fait par l'armée ukrainienne et notamment par les groupes néo-nazis qui ont été incorporés au sein de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Et tu connais ça parce que tu as été dans le Donbass toi-même, Claude. Oui, donc, effectivement. En septembre voilà. l'année dernière, oui, absolument. Oui. Et alors, bon, Bardella, si tu veux, c'est comme ce que je disais par rapport à la paix, par exemple. Je veux dire, au moment où tu as le pouvoir les sionistes de Tel Aviv qui massacrent le peuple palestinien, qui bombardent le peuple palestinien, ils ne trouvent rien de mieux que d'aller avec la Marion Maréchal Le Pen rencontrer Netanyahou. Oui, je veux dire, ce c'est sont pas vrai. des choses, je veux dire, non. C'est vrai. Alors, justement, puisque tu parles de Benjamin Netanyahou et de Tel Aviv, en page 228 de ton livre, tu parles des dirigeants, tu fais une page sur les dirigeants du Hamas ont bien servi les intérêts anglo-saxons. Et là, je suis assez d'accord avec ce que tu écris, mais j'aimerais que tu nous en parles, s'il te plaît. Oui, parce ce qui s'est passé, c'est que quand le Hamas a été tué des civils israéliens qui regardaient un concert de musique, bon, on ne va pas revenir sur les faits qui se sont passés, mais on va parler de cet attentat terroriste. Ça a servi de prétexte, effectivement, aux dirigeants israéliens pour essayer d'éradiquer un peu plus, voler un peu plus la terre de Palestine, parce que visiblement, tout ce qu'ils ont volé à la Palestine depuis les années 1920-1930,
ça ne leur suffit plus aujourd'hui. Ils veulent aller constituer le grand Israël. Donc, ils ont profité de cette attaque qui était une attaque misérable. Je veux dire, si les dirigeants du Hamas avaient quelque part la volonté de nuire à Israël, ils ne seraient pas en discussion comme ils l'étaient avant avec les dirigeants israéliens et ils essaieraient de frapper la tête. Ils essaieraient de frapper la tête de l'agresseur. Alors la tête, ils la connaissent parfaitement, je veux dire, mais bon, après, et ça a servi parce que quand même, quand je me suis intéressé à ces dirigeants du Hamas, il faut savoir aussi que les services, le Mossad était parfaitement informé avant que cet attentat terroriste ait lieu contre des civils désarmés, et les dirigeants du Mossad en étaient parfaitement informés et ils l'ont laissé faire. Enfin, Oui, absolument. ils en étaient informés. Après, c'est le pouvoir politique qui a ordonné de laisser faire. Oui, Le absolument. pouvoir politique, c'est Netanyahou. Voilà, Mais- exactement. Mais tu expliques justement les enjeux économiques derrière dans ta page au niveau page Oui. 228 au niveau du Hamas. Ça, c'est très intéressant. Oui, Si tu alors peux il y a nous une en chose toucher deux mots. déjà, ces dirigeants du Hamas, pour ceux auxquels je me suis intéressé, quand ils appellent les jeunes à lutter contre Israël, etc., etc. Mais enfin, eux, ils vivent dans les beaux quartiers au Qatar, hein. Ils sont multimilliardaires, ils ont des comptes en offshore et ils vivent tranquillement au Qatar, loin des bombes et loin de l'exil du peuple palestinien. Alors, après, il faut savoir qu'au large des côtes de Palestine, il y a d'importants gisements de gaz et de Oui. pétrole, on y revient toujours, qui ont été découverts et que pendant que Israël bombardait le peuple palestinien, il y a eu une succession, hein, je donne les chiffres dans le livre, une succession d'accords qui ont été signés avec des compagnies anglo-saxonnes, même françaises, je crois qu'il y a une compagnie française, et d'autres qui ont été signés, je veux dire, pour permettre à ces compagnies de faire de la prospection et puis d'exploitation. Mais ces richesses, elles appartiennent aux Palestiniens. Oui, C'est absolument. des richesses qui se trouvent sur le territoire, qui se trouvent dans les eaux palestiniennes. Oui, oui. Donc il était Absolument. nécessaire je dirais, de quadriller la région, de la policer, de la mettre sous contrôle militaire. Et en faisant ça, le Hamas leur a rendu service, puisque ça a permis évidemment à l'armée israélienne de s'avancer jusque sur les côtes qui doivent, quand la sécurité sera revenue, c'est-à-dire que le peuple palestinien sera pratiquement évacué de la zone, excuse-moi, je pensais à autre chose en parlant de ça, parce que j'ai des images affreuses qui me reviennent en tête, sera sous contrôle. Donc, ils pourront à ce moment-là voler encore un peu plus les terres palestiniennes. Du reste, il faut voir c'est affreux ce qui se passe en Palestine. Quand on voit ce Bardella qui va discuter, moi j'invite M. Bardella et Mme Marion Maréchal Le Pen à aller faire un tour chez les paysans palestiniens, pour ceux qui ne sont pas encore morts, et voir comment les colons israéliens ont détruit, brûlé des champs d'oliviers, des cultures. Je veux dire, Oui, c'est innommable. C'est innommable, oui, ça, c'est vrai. innommable. Il y a suffisamment de témoignages aujourd'hui pour savoir que c'est complètement vrai, réel. Et c'est du pillage, c'est du pillage colonialiste, vraiment d'une barbarie insoutenable. Non, ça, on est entièrement d'accord. Et ça se passe malheureusement aussi en Cisjordanie, hein, évidemment. Oui, alors ça, C'est je pas- le montre dans le livre parce que il faut savoir que le livre, que je l'ai conçu, ce n'est pas une longue enquête économico-politique, etc. J'ai extrait de mes enquêtes que je mène depuis 1998 Hum, sur les rapports entre l'oligarchie économique et financière et la grande finance, des choses que je n'avais pas publiées pour la plupart. C'est une succession de petits articles qui font entre 2 à 6 pages maximum, mais qui montrent différents aspects du pouvoir de l'oligarchie ouais, financière. j'ai vu. Oui, c'était très bien, c'est très intéressant, effectivement. Et après, l'idée, c'était de montrer en face l'oligarchie économique et financière. Qu'est-ce qu'il y a?
Quels sont les partis souverainistes? Qu'est-ce qu'ils proposent pour sortir de cette situation? Effectivement, il y a quand même beaucoup de travail. Alors, tu m'as fait rire parce que je vois bien ton humour. Tu as des titres de petits chapitres dans ton livre. Par exemple, à un moment donné, tu as le titre, ça me fait rire, ça m'a fait rire. Les cacs en plein cassoulet. Je dis ça c'est du Jean-Loup. Les cacs en plein cassoulet. C'est les saucisses, les faillots, c'est les cacs en plein cassoulet. C'est marrant, tu vois, c'est assez drôle. Après, tu as promené les peuples. Les oligarques vont au paradis. Et là, au paradis, tu l'as mis au pluriel. Je dis, ah bon, il y a plusieurs paradis? Ça, tu peux peut-être nous en toucher deux mots. Pourquoi? Il y a plusieurs paradis, à ton avis, ou il n'y en a qu'un? Ou pas? Ils vont au paradis, mais en ce qui les concerne, sont les paradis fiscaux dont je parle. Ah, voilà, c'est ça. Ben oui, bien sûr. Ah, Voilà, non, je m'en suis suis douté parce que tu l'expliques derrière, mais je voulais faire un peu le suspense vis-à-vis de nos amis internautes. J'ai dit quand même, elle est bonne celle-là. Celle-là, elle est bonne celle-là. En tout cas, tu accentues aussi beaucoup dans ton ouvrage, et tu as raison, sur les milliards d'euros qui sont en perte fiscale annuelle, c'est-à-dire finalement en fraude fiscale, quoi. Et Oui. tu as chiffré que la France est à minima 24 milliards donc d'euros de perte fiscale annuelle. Si tu peux nous en toucher un peu de mots, c'est énorme quand même. Alors, là où le gouvernement est sans arrêt en train de chercher à faire des économies, bon, voilà. Les CAC, pour préciser, c'est l'acronyme de commissaire aux comptes. Donc, oui, parce que faut savoir quand même que je me suis intéressé à ce sujet parce que, alors que je ramène, je reviens sur le débat un peu pour, j'explique quand même que les richesses qui sont créées par les entreprises, par les grandes sociétés transnationales en France, une partie de ces richesses financières ne reviennent pas dans l'économie en France. Elles partent dans les places offshore. Il faut savoir que les multinationales, c'est ce que j'explique dans le livre, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, transfèrent chaque année des bénéfices d'une valeur de 1 330 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. Et il s'ajoute à ça, alors là je donne les chiffres pour 2024, il s'ajoute à ça 128 milliards d'euros d'actifs offshore non déclarés des particuliers fortunés. C'est-à-dire que ça représente une perte de recettes totales, de recettes fiscales directes annuelles d'environ 466 milliards d'euros. Et sur les 1458 milliards d'euros qui transitent par les places offshore, ça représente une perte rien que pour l'Europe dont au minima, ce sont des évaluations qui ont été faites par le Tax Justice Network, qui est un réseau qui est implanté dans 60 pays, qui travaille avec les administrations fiscales, etc., que je présente du reste à l'intérieur du livre. Il faut savoir que ça représente les pertes de près de 225 milliards d'euros pour l'Europe et d'un minimum de 24 milliards d'euros pour la France. Donc là, c'est chiffré, hein, c'est vertigineux. Hein. Alors, quand je parle de nationalisation du secteur bancaire et financier, c'est pour dire que là, et de nationalisation des sociétés du CAC 40, parce que ça veut dire que là, il y a de l'argent pour augmenter les salaires, pour moderniser l'outil de travail, pour créer des emplois, pour créer de nouveaux rapports entre le secteur des TPE, PME et les grandes sociétés. Je veux dire, la France est un pays riche, c'est un pays spolié par des parasites. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On est totalement spolié par les parasites. C'est fou d'ailleurs d'engranger, moi ça me donne le vertige, d'engranger autant de milliards d'euros, mais qu'est-ce qu'ils en font? Je sais pas. Après, tu as des gens qui vivent bien avec, oui, avec cet argent. Ils se retrouvent même dans des réunions avec un dénommé Epstein, je sais pas. Oui, voilà. Oui. Du reste, il n'a pas été dit non plus sur la France ni sur les États-Unis, ce sujet. Oui. Ah bah oui, selon Emmanuel Macron, d'ailleurs, c'était une affaire typiquement américaine. Ah bah absolument. Ah bah oui, ça on est bien d'accord, tu vois.
Et pendant que les politiciens, d'ailleurs, à un moment donné, débattaient s'il fallait prononcer Epstein ou Epstein, eh bien, malheureusement, les enquêtes ne se faisaient pas. Et d'ailleurs, elles se font toujours pas. D'ailleurs, c'est ça qui est quand même un peu fou, même complètement fou d'ailleurs, c'est que il y a toujours pas, il y a personne qui va en prison, personne n'est jugé. Pour l'instant, je parle de la France, hein. Et pourtant, le réseau Epstein était omniprésent en France. Il y a suffisamment de cas et de preuves à l'appui. Donc, mais pour l'instant, ma foi, Jack Lang a été juste contraint de démissionner, le pauvre chéri, du poste convoité de la présidence de l'Institut du monde arabe. D'ailleurs, il touchait quand même un peu plus de 9 000 euros par mois. Bon, ma foi, il a été sacrifié, il a démissionné. Ah ben mon Dieu, je vais pas le plaindre, hein, à l'âge de 86 ans, ma foi, c'est tout. Mais il n'est pas jugé, il n'est pas passé au tribunal. Hein. Non, mais je pense du reste que Jack Lang, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a encore d'autres choses. Il y a d'autres choses qui ne sont pas sorties encore. Oui, oui. Mais est-ce que ça va sortir? Est-ce que ça va sortir? Telle est la question. Je ne sais pas. Mais bon, pour te dire, pour revenir ça, on a plaisanté un peu là-dessus, mais c'est catastrophique la mentalité et la corruption qu'il y a au sein de cette caste, quoi. Donc, vrai. Ils ont des privilèges à protéger, et parce que faut voir qu'au derrière, comme le dit du reste un internaute, que l'affaire Epstein, c'est pas seulement un scandale, hein, ça fait partie du système. Ce sont des gens qui sont amoureux, qui n'ont pas. J'en discutais avec quelqu'un tout à l'heure, je lui dis, mais il faut se mettre dans la tête des milieux impérialistes aux États-Unis. Ces gens-là sont persuadés que le monde ne peut pas vivre en dehors des lois des États-Unis, qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont je veux dire, tout est. Je publie des écrits, tu as vu des extraits d'écrits dans le livre de ce milieu impérialiste aux États-Unis où je veux dire, il n'envisage pas. Il y en a un qui l'écrit carrément, un ancien colonel à la retraite. Il dit nous devons commettre encore un bon paquet de massacres pour ouvrir les pays à nos entreprises. Bon, mais c'est clair. Ah oui, oui, ça, bon, au moins ils affichent la couleur. Hein. Bah, et d'ailleurs, c'est le général Wesley Clark américain, bien sûr, en 2007, de mémoire, qui déclarait que nous allons, il l'a dit en ces termes, nous allons envahir et détruire 7 pays. Et les 7 pays, il avait énoncé l'Afghanistan, c'est fait, la Libye, c'est fait, le Soudan, c'est fait, la Somalie, c'est fait, la Syrie, c'est fait, l'Irak, c'est fait, il restait l'Iran. Il avait cité l'Iran. L'Iran, ils sont en train de s'y attaquer. Par 2 fois. Oui, ça va être autre chose. Hein. Oui, ça va être une autre paire de manches. Et d'ailleurs, bravo et soutien au peuple iranien. Je dis bien au peuple iranien parce que bravo à eux. Hein, complètement. Et du reste, ça met en évidence aussi cette affaire combien, avec ce qui s'est passé en Hongrie, ça met notamment ce qui s'est passé en Hongrie, ça met en évidence le fait que la tactique, la supposée tactique du Rassemblement national sur vouloir construire une Europe des patries en restant au sein de l'Union européenne, bah, c'est voué à l'échec, c'est tout. C'est pas possible. C'est pas possible puisque tous les traités qui ont fait l'Union européenne à partir des années 50, quand tu remontes après sur traité de Rome, etc., ils ont été conçus pour favoriser les grandes sociétés transnationales et pour que les États qui venaient dans l'Union européenne ne puissent plus en sortir. Et c'est pour ça qu'ils sont ennuyés avec ce qui se passe, avec ce qui s'est passé en Angleterre. Et aujourd'hui, l'Angleterre connaît des difficultés parce que ce que je voulais dire tout à l'heure, il faut savoir qu'au moment où tu avais avant même que, quand tu as eu le Brexit, tu avais déjà les sièges sociaux. Je donne la liste à l'intérieur du livre dans un article qui fait 2-3 pages. Les grandes sociétés britanniques transnationales ont prévu, elles ont transféré pour échapper à l'impôt en Angleterre, c'est-à-dire pour appauvrir l'État. Ah, vous avez fait le Brexit, eh ben on va vous le faire payer, on va le faire payer au peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transféré leurs sièges sociaux dans des places offshore ou dans les Pays-Bas et au Luxembourg.
Non, mais c'est fou, hein. Ah oui, oui, Donc non, non, mais ça veut dire, n'importe comment, on n'en a rien à foutre du peuple. Ils veulent sortir de l'Union européenne, et ben on va appauvrir. Voilà, on va les priver de recettes fiscales. C'est un aspect, hein, après il y en a d'autres. Il faut voir ouais, ouais. aussi tout quand tu vois je veux dire ce qui est voté par exemple par le Parlement européen, ou des votes de Bardella, puisque Jordan Bardella, puisqu'il est député européen. Il faut voir la pression des lobbies de ces grandes sociétés qui Ouais, vont ouais. jusqu'à, je veux dire, il y a eu encore un cas récemment, sur quelques mois, sur les chaînes de restauration rapide qui s'opposaient à ce qu'on les oblige à utiliser, alors c'est un détail tout bête, pour réduire les déchets et pour améliorer la situation des consommateurs aussi, si tant est qu'on puisse améliorer la situation des consommateurs dans ce genre d'établissement, à utiliser du matériel, c'est-à-dire des assiettes en dur, des couverts, des verres, etc. Et il y a eu mais pendant près d'un an, une campagne de lobbying des chaînes de restauration rapide, principalement états-uniennes, euh, pour empêcher cette proposition, cette directive de passer. Et Jordan Bardella a voté pour, pour satisfaire les intérêts de ces chaînes de restauration rapide, c'est-à-dire qu'on puisse continuer d'avoir l'utilisation des gobelets plastiques, des assiettes, tout ce que tu trouves après qui traîne plus ou moins dans la rue, des poubelles qui sont pleines à craquer, etc. Donc ça donne un peu, c'est pour dire la pression des lobbies pour arriver, parce que c'est pas Washington où tu as le plus de lobbies auprès des élus, hein. C'est à Au Parlement Bruxelles. européen, oui, 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 c'est à Et au Bruxelles. Parlement européen, ils Ouais. vont jusqu'à, par exemple, dans le cas que je citais, ils ont été jusqu'à mettre des affiches dans les couloirs des bureaux des députés du Parlement européen. Ah ouais, ouais, non, non, il y a des Et lobbies. Ouais. quand j'ai Ah oui. publié Bilan Noir, du reste, dans Bilan Noir, que j'ai publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy, je parle justement de la manière dont ces lobbies travaillent en secret avec les hauts fonctionnaires de la Commission européenne et les députés européens, les eurodéputés. Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors Jean-Loup, on est presque à 1 heure d'émission, mon ami. Écoute, passionnant. Alors, je vais te laisser, eh bien, conclure un peu le mot de la fin, la conclusion. Bon, déjà, avant que tu te lances dans la conclusion, eh bien, amis internautes, vous avez compris, il faut commander ce livre qui s'appelle donc L'enjeu, les souverainistes face à la grande finance. Merci Eric pour publier la couverture, impeccable. Et c'est aux éditions Libre d'écrire, donc vous allez le trouver sur Amazon, etc. Donc Jean-Loup, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que ce que je souhaiterais personnellement, comme il y a des élections présidentielles qui arrivent, c'est que les Français réalisent quand même que voter pour un parti de la gauche ou de la droite de l'Union européenne, c'est voter pour la continuation de la crise et de la guerre. Absolument. Alors, vous allez me dire, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, que faire? Alors, moi, je dis, la première chose, c'est de s'abstenir. Et dans le même temps, c'est de prendre connaissance aussi de comment ces gens vous trompent. Par exemple, j'ai pris le cas du Rassemblement national tout à l'heure, mais je, je pourrais très bien prendre le cas d'autres partis politiques, hein, que ce soit le Parti socialiste, le PCF, par exemple, dont le dirigeant national propose de, des investissements de plusieurs centaines de milliards d'euros sur 5 ans ou 10 ans, je ne sais plus. Mais là, il faudra qu'il m'explique comment il fait, parce qu'il va sortir du cadre des grandes orientations de politique économique qui sont décidées à Bruxelles. Et il est évident que c'est Bruxelles qui décide de la politique française. Les députés sont là pour avaliser et pour mettre en forme, en gros, ce qui a été décidé à Bruxelles-Luxembourg. Et comme il y a eu les élections du reste municipales, il est intéressant de rappeler, parce que personne n'en a parlé dans les médias pratiquement, que depuis plusieurs années, l'Union européenne travaille à la disparition des communes et des départements français qui sont des bases de la démocratie vivante. Les communes ont été mises en place après la révolution de 1700, au moment de la révolution de 1789,
Et c'est encore, on le voit bien dans les petites communes rurales de moins de 1000 habitants, ce sont des lieux de la démocratie vivante. À ce sujet concernant, parce qu'il y a autre chose aussi qu'il faut que les gens prennent en compte, c'est le pôle de Renaissance communiste en France fait une proposition qu'il est le seul à faire, mais que je trouve très intéressante. C'est de remplacer le mandat représentatif par le mandat impératif. Oui. Ça veut dire que Oui. les élus, une fois, ils sont élus sur la base de propositions qu'ils font, mais une fois qu'ils sont élus, ils ont des comptes à rendre à leurs électeurs. Alors, pas par Internet, en assemblée, sur leur territoire, dans leur circonscription, pour dire ben voilà ce que j'ai voté, pour telle raison j'ai voté ça, etc. Et si l'élu ne tient pas les engagements pour lesquels il a été élu par ses propositions, sur la base de ses propositions, le peuple a le pouvoir de le révoquer et de refaire les élections. Absolument. Alors ça mettrait, je pense que ça remettrait déjà la démocratie à l'endroit. Mais bien évidemment, pratiquement personne n'en veut de ce système parce que la soupe est bonne, comme on dit. Alors que les députés ont refusé, les parlementaires ont refusé, je veux dire, de rehausser les salaires à cause de l'inflation, etc. Tu les vois qui s'accordent des augmentations pour leurs frais, leurs déplacements, etc. Attends, et je pense que cette proposition du PRCF, je leur avais dit du reste, mais bon, ils n'en ont pas tenu compte, après ça les regarde, mais c'est une proposition importante parce que partout où je vais, moi, quand je fais des débats, des conférences, que tu parles de cette proposition de remplacer le mandat représentatif par le mandat impératif, c'est-à-dire que l'élu doit rendre compte de son travail pour le peuple et ça le permet de savoir si, tiens, je peux te dire, si tu faisais ça aujourd'hui avec les députés qu'il y a à l'Assemblée nationale, il y aurait du nettoyage. Hein. Absolument. Et d'ailleurs, ceux qui avaient proposé aussi le mandat impératif, c'est beaucoup des gilets jaunes à l'époque. Moi, j'ai discuté avec des gilets jaunes constituants à l'époque, et même encore maintenant d'ailleurs, et ils sont pour, entre autres, l'établissement du mandat impératif. Et bravo à eux parce que, voilà, c'est effectivement un point très important. Eh bien, Jean-Loup, merci beaucoup, ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir ce soir. Donc, amis internautes, l'enjeu, procurez-vous l'enjeu, les souverainistes face à la grande finance, chez Libre d'écrire, donc vous allez le trouver chez Amazon. Jean-Loup, un grand merci. Si tu me permets, juste une petite chose, dernière pour conclure. D'abord, merci de cette émission. Moi, j'invite les citoyens à prendre contact avec les organisations souverainistes, à s'emparer y compris de mon livre, parce que dedans, ils vont trouver les propositions et à débattre avec eux pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça. Oui. Et évidemment, parce que c'est d'en bas que tout partira. Moi, j'ai rencontré des militants de la CGT, des militants de la coordination rurale qui venaient de bords politiques opposés, mais qui étaient complètement d'accord en disant mais c'est d'en bas qu'il faut tout reprendre. Il faut tout changer, il faut tout reprendre. Alors, comment faire? Et ce qu'il faut faire, il faut aller à la rencontre des associations souverainistes, à la rencontre de ces partis, discuter avec eux, à la rencontre des militants, des adhérents, amener des idées et discuter, débattre. Il faut débattre pour offrir à la France un bouquet de fleurs de propositions qu'elle puisse composer et faire et qu'on en sorte que vienne le printemps une fois pour toutes. Bien vu, Jean-Loup, voilà, et que vienne le printemps. Allez, parfait. Et c'est de ce mouvement qui amènera les dirigeants des partis souverainistes qui n'arrivent pas à se parler, peut-être, à se mettre autour d'une table pour dire, eh bien, on a des désaccords. C'est normal qu'on ait des désaccords, mais surmontons-les. C'est de la France qu'il s'agit et de l'avenir des Français, de nos enfants. Absolument. OK. Voilà. Eh bien, Jean-Loup, merci beaucoup. Amis internautes, un grand merci d'avoir suivi cette émission. Et pour ma part, je crois que je vous retrouve demain soir parce que notre ami Eric Montana a souhaité faire une émission avec tous les chroniqueurs de JSF TV. Donc, on vous dit, on vous causera dans le poste, les amis. Allez, à demain. Jean-Loup, merci beaucoup. Merci, et à bientôt. Merci, Claude. À bientôt. À bientôt.